Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 24e et dernier chapitre de ce Super Flame Story. « 24 décembre. Peu avant minuit, les hommes de la DPA avaient fini par pointer le bout de leur nez. Ils avaient installé un petit camp de fortune et des projecteurs avec lesquels ils éclairaient les parois de la montagne qui les avait attirés ici. Bennett, Tassier, Alias et les chasseurs étaient allongés dans la neige au sommet d'une colline, tandis qu'Oswald et Rico, en contrebas, faisaient un igloo sous la bonne garde du lieutenant Fonck. Alias, allongé dans la neige et vêtu d'une tenue blanche, observait les soldats de la DPA à l'aide de la lunette de son fusil. « Philippe, tu me reçois » lança-t-il sur sa radio. « Oui, Alias, je t'écoute. Je compte une trentaine de gars. J'ai Contumace et Boglov en visuel. Qu'est-ce qu'ils font » demanda Bloom. « Ils ont l'air de chercher quelque chose. Tout ce petit monde est en train de longer les montagnes en scrutant des rochers. On devrait en savoir plus dans quelques minutes grâce à Nathan, » déclara Tassier. N'empêche, vous faites chier, les gars. C'est la dernière fois que je joue à pile ou face ce genre de décision. On épiloguera plus tard, Nathan. Restez concentrés. Alias, enfin stratège qu'il était, avait demandé à Andrew de donner à l'inspecteur Bloom l'apparence d'un soldat lambda. Le policier s'était ensuite équipé d'un des uniformes de la DPA que le maire avait reçu la veille pour sa sécurité rapprochée. L'illusion était parfaite. Bloom venait d'intégrer le groupe de soldats comme si de rien n'était. Les intempéries, la nuit et le stress ambiant aidaient beaucoup. Alors que Bloom se rapprochait dangereusement de certains gradés, Alias lui donna quelques instructions. Rappelez-vous, Nathan, si on vous demande votre identité, vous êtes DPA 715 et vous faites partie du groupe de fouilles Artemis. Ça expliquera que les soldats ne connaissent pas votre visage et que vous n'obéissiez pas à certains ordres. L'inspecteur ne répondit pas. « Inspecteur, vous m'entendez » demanda Alias, inquiet. Inspecteur ? Plus de peur que de mal. Bloom répondit finalement, au bout de quelques secondes. Oui, désolé, je viens de passer devant ce fumier de Boglov, j'ai eu la peur de ma vie. Eh, dis donc vous, lança le russe à Bloom. Oh putain, je suis dans la merde. Oui, monsieur demanda l'inspecteur en se retournant. Vous ne me saluez pas? Pardon, monsieur, j'avais la tête ailleurs. Je ne reconnais pas votre visage. Vous êtes nouveau. DPA 715, monsieur. Je fais partie du groupe de fouilles à Artemis. Je vois. Alors fouillez, le passage ne va pas se trouver tout seul. L'inspecteur déglutit et s'éloigna de l'horrible Nicolas Boglov pour reprendre sa liaison radio. Apparemment, il cherche une sorte de passage dans la montagne. C'est pour ça qu'il longe les parois. Je me dirige vers la tente de commandement. Bloom pénétra dans la tente. Les regards se tournèrent vers lui quelques secondes et les hommes reprirent leur travail comme si de rien n'était. Alias enchaîna. N'oubliez pas, inspecteur, vous devez mettre la clé 5G dans un des postes principaux pour que Tassier puisse récupérer le flux vidéo. Comme il y avait du monde autour de lui, Bloom se mit à chuchoter. Vous êtes marrant, Alias. Ils ressemblent à quoi, les postes principaux? Ce sont des ordinateurs fixes. Il y a une étiquette rouge sur l'unité centrale. Je crois que j'en ai repéré un, mais il y a un gars dessus. Bah démerdez-vous pour le distraire le temps de brancher la clé, nom de Dieu. L'inspecteur prit son courage à deux mains et s'adressa à l'officier qui regardait les flux vidéo sur l'écran de l'ordinateur. « Hey mec, il y a un gars dehors qui a un problème avec sa caméra embarquée. »« Ah, c'est pas vrai, quelle bande de boulets ceux-là !» s'exclama l'officier en se levant. Quand l'homme fut suffisamment loin, Bloom brancha discrètement la petite clé 5G au dispositif. Quelques secondes passèrent et Tassier put récupérer le flux des caméras sur son ordinateur. « Ça a marché, Nathan, vous pouvez vous casser. » Alors que l'inspecteur se croyait tiré d'affaire, il tomba nez à nez avec Contumace. « Je peux savoir ce que vous foutez dans la tente de commandement, soldat ?»« Rien, monsieur, je me réchauffais un peu. »« Si vous voulez vous réchauffer, prenez une pioche et allez aider les autres. »« À vos ordres. » La situation était en train d'échapper à l'inspecteur. Il fut pris dans le mouvement
se vit confier une pioche et fut forcé de creuser dans la montagne avec les autres. Sur son ordinateur, Tassier le remarqua en observant la caméra embarquée d'un des soldats qui était à côté de lui. Nathan, on peut savoir ce que vous fichez? Je me suis fait avoir. Comment ça? Demanda le gars qui creusait à côté de lui. Bloom n'eut pas le temps de répondre. Un gradé se mit à crier. Arrêtez de creuser, on a trouvé un truc. Derrière l'amas de roches qu'avaient déblayé les soldats, se trouvait une sorte d'immense double porte en bois. Contumace, Talion et Boglov ne tardèrent pas à répliquer. « Messieurs, je crois que c'est le bon endroit » s'exclama Talion. Boglov s'approcha de la porte et posa sa main sur une des poignées. Il se mit ensuite à hurler de douleur. « Ah, c'est que brillant! Cette saloperie m'a brûlé la main !» Plusieurs soldats tentèrent ensuite d'ouvrir la porte, mais rien n'y fit. Beaucoup y cassèrent même leurs pioches. La porte semblait être aussi indestructible que celle d'Andrew. « Ce lieu est empreint de magie !» s'exclama Boglov. « La force brute est inutile. » Soudain, l'orbe magique que Contumace avait avec lui se mit à scintiller. « Vous devriez la rapprocher de la porte, monsieur » déclara Talion. Contumace s'exécuta et l'orbe se mit à léviter. Quand elle fut à distance raisonnable de la porte, comme par magie, une serrure apparut et l'orbe se changea en clé. Bloom profita de l'agitation ambiante pour s'éclipser, tandis que Contumace tentait de ramasser la clé. Il n'y parvint pas. Quand il la prit en main, elle le brûla, tout comme la poignée l'avait fait pour Boglov. Talion avait prévu le coup. Il savait que seul un propriétaire de porte pouvait utiliser la clé. Il enfila une paire de gants en faisant attention à ce qu'on le remarque bien, prit la clé et la mit au niveau de la serrure. Pareil à un aimant, elle fut attirée dans l'orifice et tourna seule, comme par magie. La clé se changea de nouveau en orbe et tomba au sol. Contumace la récupéra et la porte s'ouvrit, révélant un long tunnel sombre. Soudain, alors que Bloom était en train de quitter le camp, il tomba nez à nez avec Lumine, le petit crève-cœur de Talion. La petite créature déambulait dans le camp. Les gars, je suis en face du crève-cœur de Talion. J'ai l'impression qu'il veut pas me laisser passer. La petite créature poussa une série de grognements assez agressifs, ce qui attira un soldat qui passait par là. « Sale bête, elle est insupportable, cette merde !» s'exclama-t-il en prenant Lumine dans ses bras, ce qui calma un peu la petite créature. « Ouais, m'en parle pas, elle arrête pas de me casser les noix », répondit Bloom en passant son chemin. Alors qu'il était en train de rejoindre ses amis, le commissaire lui demanda de renoncer à cette idée. « Nathan, on a un problème. Bougez pas. » « Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait repérer. » Le signal fut brouillé et la transmission cessa. « Allô, commissaire? Commissaire, vous êtes là? » Soudain, on entendit sur les ondes de la radio la voix de Yubvig. « Bonsoir, inspecteur Bloom. Yubvig, qu'est-ce qui vous prend? Je suis avec un groupe de soldats sur votre ridicule colline et je viens d'arrêter tout le monde. Je vous conseille d'éviter de faire quoi que ce soit de stupide ou je devrais tuer vos amis. » Les amis de l'inspecteur s'étaient tellement concentrés sur l'action qui se déroulait en contrebas de la colline qu'ils en avaient oublié de suffisamment sécuriser leurs arrières. Yubvig, ou plutôt Rottweiler, un des terribles soldats du groupe Cerbère, avait profité de l'inattention ambiante pour les prendre à revers avec des soldats du groupe Tracker. Ces derniers, équipés de combinaisons blanches, les avaient approchés avec la furtivité la plus totale. Ici, groupe Tracker. Avons intercepté un groupe de marmottanais parmi lesquels DPA 001 et le commissaire Tassier. Excellente nouvelle, groupe Tracker. Mettez-moi aux arrêts tout ce petit monde. Bientôt, Bennett, Oswald, Rico, Fonk et 11 des 12 chasseurs qui les accompagnaient furent emmenés dans une des tentes du camp de base de la DPA. Leurs mains avaient été attachées dans leur dos à l'aide de serflex. On les força à s'asseoir par terre et ils étaient sous bonne garde. « Hartmann, Yubvig, comment vous avez pu nous faire ça ?» s'exclama Fonk en regardant les deux soldats qu'il prenait encore pour ses amis. Le fou Hartmann sourit. « Hartmann et Yubvig sont morts. Nous avons juste pris leur apparence, » déclara Rottweiler. Les deux soldats ricanèrent avant de se mettre à discuter ensemble. Tassier, remarquant qu'il manquait quelqu'un, chuchota au chasseur. « Il est passé où, Serge ?»« Il a réussi à se planquer. Quand les soldats sont arrivés, il doit être en train de foncer vers Marmottin. »
Espérons qu'il arrivera à trouver de l'aide. Quelques minutes passèrent et Contumace pointa le bout de son nez en compagnie de Talion. Comme Contumace avait toujours avec lui sa puissante orbe magique, quand il fut à distance raisonnable de Yopvig et Hartmann, on vit pendant quelques secondes leur véritable visage. « Le chien de Sattler !» s'exclama Tassier, tandis que les deux monstres souriaient. Contumace enchaîna. « Vous tombez bien, messieurs. Ça fait déjà 3 soldats que j'envoie dans le tunnel et dont on perd le signal. Il va nous falloir d'autres cobayes. » Puis-je suggérer, monsieur, que nous envoyions monsieur Bennett? Étant un propriétaire de porte, il sera peut-être plus facilement accepté par la magie qui imprègne ce lieu. « Cela me paraît être une bonne idée, » déclara Contumace. « Qu'on l'équipe d'une caméra embarquée. » Sitôt dit, sitôt fait. Andrew fut forcé de se lever. On lui libéra les mains et on l'équipa d'une caméra. « Si vous faites quoi que ce soit de stupide, monsieur Bennett, nous exécuterons vos amis, » menaça Contumace. « J'avais bien compris, » déclara Andrew, tandis qu'on le poussait à l'extérieur. Oswald, voyant qu'Andrew se faisait violenter, s'énerva. « Ravioli! Ravioli !»« Calme-toi, Oswald !» lui lança Rico. « Ravioli !» Comme Oswald et Rico étaient très agités, Contumace demanda à ce que le vieil homme et l'animal accompagnent Andrew dans le tunnel. « Excellente idée, monsieur !» lança Talion en faisant un clin d'œil discret à Andrew. Quand ils se retrouvèrent face à l'entrée du tunnel, l'homme à l'étrange porte prit une grande inspiration et commença à avancer, tandis que sur les écrans de contrôle, on observait le flux des caméras. Rico était posé sur l'épaule gauche d'Oswald. Le vieillard tremblait. Les deux propriétaires de porte avançaient côte à côte. « Ravioli !»« Oui, moi aussi j'ai peur, Oswald, » répondit Andrew. « Continuez d'avancer, monsieur Bennett, » ordonna Contumace. Les 3 hommes poursuivirent leur progression. Bientôt, ils tombèrent sur les cadavres des 3 soldats qui avaient été envoyés explorer le tunnel un peu plus tôt. Leurs têtes avaient été séparées de leur corps. « Je comprends pourquoi ils n'arrivaient plus à les joindre, » déclara Rico. Soudain, les 3 amis arrivèrent devant une nouvelle immense porte. Sur les côtés de cette dernière se trouvaient 2 grandes statues de golems portant d'immenses épées dans leur dos. D'un coup, il y eut un éclat de lumière intense et les signaux radio et vidéo furent brouillés. Juste après cela, les 2 statues prirent vie. Les 2 golems sautèrent de leur socle en dégainant leurs immenses épées. Les créatures devaient bien faire dans les 3 mètres de haut. L'un d'eux s'adressa à Oswald en armant son bras. « Dokipa !» Oswald, contre toute attente, sembla rassuré. « Oh, ravioli !»« Dokipa !» demanda une nouvelle fois le golem sur un ton plus insistant. « Dokipa, Dokipa !» répéta Oswald en se pointant du doigt. « Andrew !» s'exclama Rico. « Invoque ta porte tout de suite !»« Pourquoi ?» Dokipa veut dire propriétaire de porte dans la langue des dieux. Je crois que les golems veulent que tu prouves que tu es un propriétaire de porte. » Sur ces paroles, Andrew fit apparaître sa porte magique et les golems changèrent d'attitude. Ils rangèrent leurs épées et firent une révérence à Andrew. « Dokipa terra !»« Oh, Dokipa terra! Marmotti, Dokipa !» s'exclama Oswald. Le second golem prit la parole. Dokipa terra! Dokipa terra! Propriétaire de porte de la terre! Vous parlez ma langue? demanda Andrew. Nous parlons toutes les langues, Dokipa. Pouvez-vous m'aider? Qu'attendez-vous de nous, Dokipa? Il y a, à l'extérieur de ce tunnel, des personnes dangereuses qui s'en sont pris à mes amis. Oswald poursuivit. Aiuta, Dokipa terra! Ami Marmotti! Les golems se regardèrent. Le premier prit Oswald dans ses mains et le second prit Andrew. Les 2 créatures mirent les 2 propriétaires de porte sur leur dos et se mirent à marcher vers la sortie du tunnel, tandis qu'à l'extérieur, les soldats se rassemblaient, ne comprenant pas ce qui pouvait bien se passer, étant donné qu'ils n'avaient plus aucun signal, ni vidéo, ni audio. Quelle ne fut pas leur surprise
lorsque les hommes de la DPA virent 2 énormes golems sortir du ventre de la montagne, armés d'épées faisant près de 2 mètres de long. Les créatures se mirent à attaquer les soldats. Oswald hurlait de joie. Ravioli. Beaucoup de soldats furent choqués par la scène. Ils avaient beau tirer sur les créatures, les armes conventionnelles ne semblaient pas fonctionner sur les monstres de pierre. Beaucoup de soldats prirent la fuite. Les autres moururent coupés en 2 par les épées des golems. Oswald était aux anges. Tokipa Ravioli. Contumace, fou de rage, se dirigea vers Sattler et Boglov. Mais enfin, bande d'incapables, qu'est-ce que vous attendez pour utiliser de la magie? Les 3 chiens de Sattler sortirent des livres magiques de leur mallette et commencèrent à utiliser des sortilèges sur les golems. Mais les créatures de pierre semblaient si puissantes qu'elles renvoyaient systématiquement les sorts d'attaque. Sitôt une boule de feu fonçait-elle dans leur direction qu'elle repartait dans celle des soldats. Les attaques frontales ne fonctionnaient pas contre les créatures de pierre. C'est finalement Boglov qui parvint le mieux à maîtriser une des créatures. « Prends ça, saloperie !» hurla le Russe. Il utilisa un livre invoquant des chaînes en or pour bloquer le golem sur lequel se trouvait Oswald. Le vieux propriétaire de porte sauta dans la neige tandis que son golem s'effondrait au sol. Tokipa. La seconde créature de roche, voyant son congénère dans une mauvaise posture, s'énerva et d'un revers de main propulsa King Charles et Doberman à une dizaine de mètres. Ils se fracassèrent le crâne contre des rochers. Alors que l'agitation régnait dans le campement, l'inspecteur Bloom, toujours déguisé en soldat de la DPA, pénétra dans la tente où étaient enfermés les prisonniers. Il hurla sur les soldats qui les gardaient. « Vous ne voyez pas que c'est le branle-bas de combat, bande d'idiots? Allez chercher vos armes, je m'occupe des prisonniers !» La tension était telle que la stratégie de Bloom paya. Les 2 soldats qui gardaient ses amis s'éclipsèrent de la tente. L'inspecteur en profita pour les libérer. « Merci, Nathan. » « Pas de quoi, commissaire. Allez, on se barre, vite, vite, vite !» Malheureusement, alors qu'il venait de sortir de la tente, l'inspecteur et ses amis tombèrent nez à nez avec Klaus Sattler. Il avait un livre magique dans une main et une boule de feu dans l'autre. « Tiens donc, vous voulez nous fausser compagnie ?» Des soldats embarquèrent les amis d'Andrew et les emmenèrent juste devant le dernier golem qui continuait à faire son massacre avec Bennett sur le dos. Lorsqu'il vit ses amis accroupis au sol avec des canons de fusil pointés sur leur tête, Andrew ordonna au golem de se calmer. « À vos ordres, Tokipa. » La quasi-totalité des soldats avait été décimée par les golems et une autre partie d'entre eux avait pris la fuite. Ne restait que Boglov, Talion, Contumace, Sattler, Rottweiler et 3 ou 4 autres soldats. La DPA était en infériorité numérique. « Je crois que le moment est venu de négocier !» s'exclama Sattler. « Laissez mes amis en vie et je vous ferai rentrer dans le tunnel !» s'exclama Andrew, tandis qu'Oswald faisait un câlin au golem qui s'était retrouvé par terre. « Marché conclu !» déclara Contumace. Boglov pesta. « Mais enfin, Contumace, il suffit de tous les éliminer !» Écoutez, Nicolas, on a envoyé 3 soldats dans ce foutu tunnel et chacun d'eux s'est fait buter. Il me paraît évident qu'un propriétaire de porte comme Andrew est le seul moyen de s'y aventurer sans se faire massacrer. Après quelques minutes de négociation, on libéra le golem qui s'était retrouvé enchaîné et les hommes de Contumace ainsi que les amis d'Andrew s'engouffrèrent dans l'immense tunnel, escortés par les 2 créatures. Une fois devant la seconde porte, les golems l'ouvrirent, révélant une immense grotte pourvue d'un lac. Au centre de ce lac se trouvait un îlot circulaire sur les bords duquel se trouvaient 5 immenses statues. Eh bah putain, si on m'avait dit qu'un truc comme ça existait à quelques kilomètres à peine de Marmottin, s'exclama l'inspecteur Bloom qui venait de reprendre son apparence normale. Tous pénétrèrent dans la grotte. Les golems se placèrent de part et d'autre de l'entrée et cessèrent de bouger. « Je crois que nous devons traverser le lac et aller sur le petit îlot », déclara Andrew. Devant les membres du groupe, sur une sorte de petit ponton, se trouvait une statue de gargouille. Andrew s'approcha du ponton en compagnie de Talion, Boglov et Contumace. Les autres restèrent en retrait. Soudain, la gargouille prit vie et s'adressa à Andrew. « Oh, bonjour. Tokipa veut traverser ?» « Oui, nous voulons traverser !» s'exclama Contumace. La gargouille s'énerva. « Je parlais au Tokipa, porteur d'orbe. Tu as peut-être la clé, mais tu n'as pas la légitimité pour me parler. » Andrew reprit. « Oui, gargouille, nous voudrions traverser. »« Bien, Tokipa, mais je ne peux autoriser que 3.
passagers. 3 passagers demanda Andrew. Soudain, la gargouille claqua des doigts et une barque sortit de l'eau du lac. 3, pas plus. Qui t'accompagnera, Dokipa? Contumace décida que Talion et lui-même allaient accompagner Andrew durant la traversée. Les autres ne doivent pas faire de bêtises, déclara la gargouille. Sinon, ils seront punis. Et puis quoi encore? S'énerva Boglov. Sous ses airs de petite créature peu ragoûtante, la gargouille était en fait un être magique extrêmement puissant. Elle claqua des doigts et des centaines de grenouilles dorées sortirent du lac et envahirent la grotte. Grenouille poison, si elle touchez vous, vous êtes mort. Boglov, Sattler et ses sbires décidèrent de ne pas tenter le diable. Ils s'assirent sur des rochers avec les prisonniers. Commença alors la traversée du lac. Première fois ici, Dokipa? Demanda la gargouille en regardant Talion. Ce dernier ne répondit pas, ne voulant pas révéler sa vraie nature à Contumace. « Oui, en effet, » répondit Bennett. La gargouille sourit. « Intéressant. »« Quoi donc ?» demanda Contumace. « Rien de particulier, porteur d'orbe. » répondit la créature en regardant Andrew. « Depuis combien de temps vis-tu ici ?» Oh, j'ai cessé de compter il y a environ 1000 ans. Nous sommes dans un lieu hors du temps de toute manière. Et quand je suis sous ma forme de statue, eh bien je ne me rends pas compte du temps qui passe. Quelle est la particularité de cet endroit? s'enquit Andrew. Oh, Dokipa ne sait pas ce qu'il fait là? Pas vraiment. Nous voulons créer des portes, s'exclama Contumace. La gargouille le snoba. La montagne dans laquelle se trouve cette grotte s'appelle la Croisée, Dokipa. Ici, c'est la Croisée des chemins. Le Conseil des 5 portes. Oui, oui. Ici, on trouve les réponses. Sur ces paroles énigmatiques, la gargouille fit débarquer Andrew, Contumace et Talion. Vous devez poser l'orbe au centre de la table ronde. Contumace suivit les instructions de la gargouille. Au centre de la table se trouvait un trou de la dimension de l'orbe. Tout autour de ce trou, des écritures étranges pouvant rappeler certains textes de livres anciens. Sitôt la boule magique fut-elle déposée sur son emplacement que les écrits s'illuminèrent et, au pied des 5 grandes statues qui étaient réparties sur les bords de l'îlot, des portes apparurent. « Enfin, nous pouvons posséder des portes !» hurla Contumace, tandis qu'au loin, Sattler et Boglov sautaient de joie. « Alors, laquelle de ces petites merveilles vais-je choisir ?» lança Contumace en faisant le tour de l'îlot, tandis que Bennett et Talion se regardaient. Contumace était euphorique. Il ne se rendait même pas compte que son interprétation de tout ce qui était en train de se passer était erronée. Bientôt, 4 des 5 portes s'ouvrirent, révélant des vieillards en toge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme l'a dit la gargouille, Monsieur Bennett. Ici, c'est le Conseil des 5 portes, déclara Talion. « Je peux choisir la porte que je veux ?» demanda Contumace à un des hommes en toge. « Croyez-vous, humain, que vous êtes ici pour cela ?» répondit l'homme. « Ignore-le, Cornelius, c'est un non-initié !» lança une vieille propriétaire de porte. « Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe, Talion ?» demanda Contumace, furieux. « Il se pourrait que je vous ai menti, monsieur. Cet endroit que nous avons cherché durant tant d'années n'est pas ce que vous croyez. » « Mais enfin, mais c'est une blague! Allez-vous vous taire ?» demanda un 3e homme en toge qui avait avec lui un parchemin. « Comment voulez-vous que je me taise? J'ai été juste à tuer, à détruire des vies pour venir ici en pensant que l'on m'attribuerait une porte !» Gargouille! Oui, Dokipa Cornelius? Transformez ce malotru, il nous casse les oreilles! À vos ordres, Dokipa! s'exclama la créature en claquant des doigts. D'un coup, Contumace se mit à se tordre de douleur. Sa peau commença à devenir dorée et il se mit à rétrécir et à croisser. Qu'est-ce qui m'a... Il venait d'être changé en grenouille. « Attendez, reprit Bennett, toutes ces grenouilles... » C'étaient des humains cupides qui sont venus ici au fil des siècles avec de mauvaises intentions, déclara Talion. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le 4e propriétaire de porte prit la parole.
Ici, c'est le conseil des 5 portes, la croisée des chemins entre 5 mondes humains. Chacun de nous est un propriétaire de porte qui a choisi de veiller au grain sur le destin de son monde. Il me semble d'ailleurs, monsieur Bennett, que votre ami Oswald fut un excellent Doki-Pater avant que je ne le remplace. Comme je vous l'ai dit, monsieur Bennett, je suis un propriétaire de porte depuis 300 ans. À l'origine, j'étais le Dokipa Egadia, mais j'ai été chassé de mon monde par les 4 autres membres de ce conseil. C'était mérité, Talion. Je le sais bien, Cornelius. J'ai fait de mauvais choix qui ont mis en péril mon monde. J'ai été condamné à un bannissement de 200 ans, à l'issue duquel je devais avoir trouvé un nouveau Dokipa Egadia, sans quoi je serais transformé en grenouille dorée. Ma peine s'achève aujourd'hui. Tu es un petit peu mon cadeau de Noël à ce conseil, Andrew. Je ne comprends pas. Nous voulons que tu sois le nouveau Dokipa Egadia, déclara le propriétaire de porte qui portait un parchemin. Mais, attendez, mais mon monde, c'est la terre. J'y ai grandi. Tu y as bien grandi, Andrew, déclara Talion. Mais tu es né en Egadia. Ton père était lui aussi un propriétaire de porte, et c'était mon ami. Non, mon père est mort durant la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement. C'est ce que t'a raconté ta mère. Sur ces paroles, Talion sortit de la poche de son manteau une photographie. On pouvait y voir Andrew, tout jeune, son père, sa mère, et Talion, juste derrière. Tes parents étaient des exilés. Ils sont passés par cette montagne pour fuir Egadia. Les propriétaires de porte y sont persécutés depuis plusieurs années. Ils sont traqués par des forces occultes qui veulent voler leurs livres et leurs portes. Toute ma vie est ici. C'est justement pour éviter que le chaos d'Egadia n'embrasse tous les mondes humains que nous voulons que tu deviennes le nouveau Dokipa Egadia. Nous n'avons pas le temps de former un nouveau, déclara la vieille gardienne. Puis-je au moins fêter un dernier Noël avec mes amis? Demanda Andrew, des larmes aux yeux. Les 4 membres du conseil et Talion se regardèrent avant d'acquiescer. Le propriétaire de porte qui tenait un parchemin le tendit à Andrew, ainsi qu'une plume. Signe ce document magique, et il fera de toi le nouveau Dokipa Egadia. Andrew regarda au loin, dans la direction de ses amis. Il prit ensuite une grande inspiration et signa le document. Il y eut ensuite un grand flash de lumière aveuglante, et à l'exception de Talion et des 4 gardiens, tout le monde réapparut à l'entrée de la grotte, totalement déboussolé et avec un léger trou de mémoire. Face à eux se trouvaient des dizaines de marmottanais qui avaient été prévenus de la situation par Serge Gustin, le chasseur qui était passé entre les mailles du filet. Le capitaine Leblanc et plusieurs de ses collègues étaient venus à la rescousse avec plusieurs villageois menés par Gérard Vinzier. Le maire avait lancé un appel à la mobilisation générale sur Marmottin FM, et un bon quart du village s'était déplacé. Joyeux Noël, les copains! S'exclama Vinzier dans un mégaphone, tandis que l'on passait les menottes à Sattler et Bogler. Andrew, que s'est-il passé là-dedans? Demanda l'inspecteur Bloom à son ami. Je vous expliquerai plus tard, répondit Bennett, les yeux humides. Oswald le prit par la main. Le vieillard semblait, lui, se souvenir, ou en tout cas avoir compris de quoi il en retournait. Bientôt, chacun rentra chez soi, sauf Bennett, Tassier, alias la famille de Fonck, Oswald et Rico, qui furent invités à fêter Noël chez les Bloom. « Eh bien, ça aura été une sacrée aventure !» s'exclama Tassier en se servant un verre de vin. « Et donc Contumace a été changé en grenouille dorée ?» demanda Alias. « Oui, c'est exact. »« Et c'est une gargouille qui a fait ça ?» s'enquit Fonck. « En effet. »« Qui veut de la bûche ?» demanda la femme de l'inspecteur Bloom. Tout le monde acquiesça. « Laisse-moi m'en occuper, chérie !» s'exclama le policier en se levant. Alors qu'au pied du sapin, les enfants de l'inspecteur Bloom jouaient avec les 2 filles de Fonck, ainsi que Oswald et Rico, Andrew remarqua Talion,
qui l'observait par la fenêtre. Bientôt, les 12 coups de minuit retentirent. C'était Noël, et Andrew allait devoir partir pour de nouvelles aventures. Loin, très loin de Marmottin. Il prit Rico sur son épaule, fit ses adieux à ses amis, et leur promit de revenir un jour. Talion invoqua sa porte et invita Andrew à l'intérieur. Quelques instants plus tard, les deux hommes disparurent et il se mit à neiger. Fin. Sur ce, mes amis, il ne me reste qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes. C'était Super Flame, c'était près de 300 pages de script. Au revoir les copains.